Notre partie consacrée aux transitions s'achève et on ouvre celle dédiée aux transformations. Et comme l'a dit tout à l'heure Jean-Christophe Tortora, je vous propose qu'on s'intéresse aux ETI. Alors, les ETI, ce sont les entreprises de taille intermédiaire qui sont bien souvent les piliers de l'économie locale, très implantées depuis longtemps avec un maillage territorial fort. Elles sont un des vecteurs essentiels de la transformation d'une région et de son dynamisme. À l'heure où on parle de réindustrialiser la France, comment les ETI abordent-elles ce tournant en intégrant dans l'équation la dimension écologique? On en parle tout de suite avec nos invités, avec qui j'en suis sûr on va réserver un bel accueil. Voici Patrick Ibry, directeur général délégué de la Banque Palatine. Bonjour Patrick. Bonjour. Aurène Laloum, qui est directeur technique de Fulham Energy Group. Bonjour. François Pigeon, qui est directeur administratif financier d'Electrosteel. Bonjour. Et Jacqueline Pistoulet, directrice marketing et communication de Smart, parce qu'il y a 3 A. Exactement, bonjour. Parfait. Alors on va commencer avec vous, Jacqueline. Vous êtes une entreprise à mission. Tout à fait. Vous reconditionnez des produits électroniques en France. Alors, on sait que le secteur de la fabrication de ces produits est trusté par la Chine. On ne va certainement pas aller les chercher sur ce terrain, mais il y a des débouchés sur la seconde vie de ces produits. Expliquez-nous. Exactement. Effectivement, toute l'industrie des télécoms est partie vers la Chine dans les années 90. Aujourd'hui, grâce à la seconde vie, grâce au reconditionnement, nous récupérons notre souveraineté économique sur ce secteur des télécoms avec le reconditionnement, qui est, comme vous le savez, peut-être un marché en forte croissance. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Vous avez repensé vos actions pour les inscrire dans une dynamique de pratique vertueuse. Vous avez relocalisé. C'est quoi la part de réindustrialisation chez vous? Expliquez-nous. Ça fait beaucoup de questions quand même. Hein. Oui, beaucoup de questions. Donc effectivement, nous existons depuis plus de 35 ans. Historiquement, sur tout ce qui est SAV et maintenance électronique pour des constructeurs ou des opérateurs télécoms. Et en 2017, nous avons lancé notre propre marque de téléphone reconditionné, en plus de notre activité de SAV. Et parce qu'on est depuis toujours sur la seconde vie, on croit toujours à la seconde vie, on est profondément... toutes les préoccupations environnementales sont profondément dans notre ADN. Et avec notre marque Smart, nous avons commencé par lancer toute une gamme de téléphones reconditionnés. Puis aujourd'hui, des ordinateurs, des tablettes et des montres connectées reconditionnées. Et en 6 ans, nous avons fait x6 en termes de CA. Et nous avons multiplié par 4 nos employés. Et tout cela en faisant attention à le faire en économie circulaire en circuit court pour avoir le moins d'impact environnemental possible et en formant avec une école de formation interne des personnes éloignées de l'emploi pour leur donner aussi une seconde chance et les former à un métier d'avenir. On va approfondir ça dans quelques instants. Je me tourne vers François Pigeon. Alors, on ne connaît pas forcément Electrosteel. C'est quoi Electrosteel? Alors, Electrosteel, c'est un groupe industriel indien qui est fabricant de tuyaux et de raccords en fonte ductile d'un diamètre 80 à 1200. Et essentiellement, ces canalisations et ces tuyaux sont utilisés pour les réseaux d'eau potable, d'assainissement, d'irrigation et d'incendie. Et notre groupe existe depuis 64 ans et a 2 usines en Inde. Alors, spécifiquement, vous êtes en France. En France, on ne peut plus faire d'industrie comme avant. Qu'est-ce qui a changé dans votre activité ? Aujourd'hui, en France, disons que, comme disait madame, le chemin court, nous, on importe nos produits d'Inde. Donc aujourd'hui, quand nos produits arrivent, ils mettent 1 mois, 1 mois et demi par bateau pour arriver. Aujourd'hui, on est aussi face au coût du transport qui a été multiplié par 10, par une énergie qui, dans le monde, flambe un petit peu. Et on s'est quand même rendu compte qu'en France, il y avait une énergie décarbonée et qui nous permettait aussi de voir un prix relativement stable, si on négocie bien avec EDF. Et aussi, on avait des possibilités, entre Fos et Arles, où nous nous situons, de pouvoir utiliser plus le transport fluvial via des barges que le transport routier. Vous avez été obligé de repenser tout ça, lié à la crise. Il faut se montrer inventif, il faut se montrer réactif. Avant la crise, on y avait pensé. Le Covid a accéléré tout ça. En fait, on s'est rendu compte, par exemple, le transport littéralement explosé pendant le Covid.
Les problèmes énergétiques, quand on a commencé le projet, on était sur un AREN garanti par l'État autour de 42 €. On voit que ça flambe, mais ça reste quand même un très bel outil qui permet de stabiliser le coût de production. Et pour tout ce qui est notre projet futur, que nous avons déposé l'année dernière, c'est le recyclage de la ferraille. En fait, la matière première, elle devient difficile à obtenir, puisque notre principal concurrent, lui, est obligé de s'approvisionner en époxy, en minerai de fer et en charbon. Les hauts fourneaux, c'est une vieille technologie, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire comme avant. Là, aujourd'hui, les nouvelles technologies qui arrivent, ce sont des technologies basées sur des fours à induction, moins énergivores, plus fiables, et qui vont permettre, dans notre projet industriel futur, de recycler la matière directement là où elle est, c'est-à-dire à Lyon et dans la région PACA. On va y revenir. Alors, Aurène Laloum, c'est une problématique intéressante aussi. Alors, on a un peu triché avec vous, parce que vous n'êtes pas encore une ETI, mais vous grossissez tellement que vous allez très vite le devenir. On a eu une croissance phénoménale, puisqu'on a fait 3000% de croissance en 4 mois. Vous avez plein d'amis chez les banquiers, bizarrement, maintenant. J'ai beaucoup d'amis chez les banques. Vous êtes très sollicité avec des gens qui vous regardent bizarrement. Je sollicite aussi beaucoup nos partenaires financiers, de fait. Effectivement, rappelez-nous en quelques mots votre activité. En quelques mots, FHE, donc c'est une entreprise familiale qui a 10 ans, qui s'est tournée vers l'industrie de la fabrication de cartes électroniques, donc usine du semi-conducteur comme la téléphonie. On développe depuis 10 ans en premier lieu des systèmes de gestion énergétique, donc dédiés à l'autoconsommation solaire ou aux productions solaires thermiques. Quelques années plus tard, on a développé des systèmes de stockage de ces énergies pour la maison individuelle. Donc on clôture à 45 000 comptes clients installés au national. On clôture avec beaucoup de clients promoteurs qu'on équipe, puisqu'on fait plus de 3 000 logements équipés en promotion immobilière. Et effectivement, on travaille en ligne droite, puisqu'on fait de l'usine à l'utilisateur final, ou de l'usine vraiment au plus près de l'acheteur final. Et donc effectivement, avec le Covid, on a connu quelques problématiques et quelques déboires auxquels il a fallu répondre. Alors à l'instar d'Electrosteel, le Covid entraîne des problématiques et des déboires, mais aussi vous incite à penser out of the box, comme on dit, à réinventer les process, voire se dire si on rapatriait tout ça, est-ce que finalement ce serait pas plus intéressant plutôt que de dépendre de l'Asie? C'est exactement l'idée, c'était de garder, effectivement, on est une entreprise, donc il faut qu'on ait une marge bénéficiaire, c'était tout l'objectif. On a eu une explosion des coûts. Mais c'est important de le rappeler, parce qu'on fait les choses. C'est le rôle d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Je sais que c'est dur à dire des fois, mais si on n'a pas de marge bénéficiaire, on ne peut pas payer nos salariés, on ne peut pas payer leur famille, enfin tout ça n'est pas faisable. Donc l'objectif, FHE n'a jamais fait de levée de fonds. Donc FHE fonctionne sur ses fonds propres depuis des années, et donc on a cette activité d'entrepreneur, et il faut qu'on ait une marge bénéficiaire. On a longtemps travaillé en Asie, puisque les cartes électroniques et les fabricants de composants sont basés là-bas, malgré qu'en France il y ait des leaders français comme ST Microélectronique, qui est un fleuron international. Le container, pour donner un exemple, est passé de 3 000 $ à 27 000 $ au plus fort de la crise, donc c'était intravaillable. On a donc rapatrié, puisqu'on avait une petite ligne de fabrication qu'on a développée en France. Aujourd'hui, 100% de la production des cartes électroniques est française. Les composants restent achetés majoritairement, pas en Asie, puisqu'on travaille avec ST, donc au Maroc, au Mexique, une partie en Asie. Et on essaie aujourd'hui de choisir par logique des fournisseurs, je veux dire, en proche import, donc de rester dans les frontières européennes et de produire avec un prix efficace, une marge suffisante, et d'être capable de fournir nos clients et les demandes. On va là aussi revenir dans le détail dans quelques instants, mais je vais me tourner vers Patrick Ivry. Alors finalement, on entend plein de retours d'ETI et de futurs ETI. On va d'abord préciser la spécificité de la Banque Palatine, et vous allez nous raconter comment vous vous intéressez spécifiquement à ce type d'entreprise, à cette taille d'entreprise. Alors la Banque Palatine, c'est beaucoup d'histoire, puisque aujourd'hui elle a plus de 240 ans. Sa spécificité, pour venir tout de suite sur le sujet, c'est les ETI. Les ETI, c'est pas quelque chose de spontané, comme on le voit avec les intervenants qui sont autour de cette table. Ça a pris du temps, 135 000 TPE, PME en France, 4%, c'est-à-dire 5 500 ETI. Et donc la spécialité et la spécificité de la Banque Palatine, c'est de se focaliser en accompagnement de ces clients-là, donc de ces 5 500 entreprises en France. Pourquoi à la base vous avez décelé le potentiel il y a longtemps? Vous estimez que c'est les plus intéressantes à accompagner? Ça a été créé par des gens qui avaient des ETI, donc des industriels du nord de la France. Donc c'est resté dans notre histoire et dans notre historique. Donc on s'occupe à la fois des ETI et de leurs dirigeants.
Donc c'est extrêmement important pour nous, puisque on le voit autour de cette table, hein, les ETI déjà bien implantés, et puis les futurs ETI. Vous n'oublierez pas de me donner votre carte avant de partir. C'est le 3300% qui vous a... Ça m'a impressionné. Donc, mais il y a toujours des choses à faire, et on le voit avec les gens qui viennent de s'exprimer. Nous, on a l'impression, de temps en temps, on donne une autre orientation. On fait 330 millions de chiffre d'affaires et on a à peu près plus de 1000 collaborateurs qui traitent toute la France. En gros, une trentaine d'agences. On a l'habitude de dire qu'on sait parler aux ETI parce qu'on est une ETI qui fait de la banque, en fin de compte. Donc, pour nous, c'est extrêmement important, cette proximité. Les gens qui sont à la tête des ETI, et on le voit ici, c'est des gens qui ont une vision, c'est des gens qui ont une conviction, c'est des gens qui sont engagés. Et on le voit par rapport au thème d'aujourd'hui, les ETI, elles sont habiles et agiles et elles ont cette capacité à tout de suite, quand elles rencontrent des difficultés, ou que même la planète, les circuits de distribution, le problème du carbone, tout ce qui va avec, elles ont cette capacité à réagir très très vite. Donc c'est ça qui est important pour nous. Et notre mission à nous, notre mission principale, c'est vraiment de les accompagner dans toutes leurs phases de développement. Et ça va très très vite. Donc on se doit de faire du sur-mesure, on ne peut pas faire du prêt-à-porter. Ouais, vous avez des indicateurs très spécifiques qui varient en fonction de... Donc je suis très content, toujours pour mon voisin, c'est-à-dire qu'il faut une marge bénéficiaire, oui, pour faire tourner tout le dispositif, mais aussi pour rembourser la banque, donc ça c'est important. Donc, mais l'accompagnement, il est extrêmement fort, et c'est notre engagement permanent de s'engager auprès des ETI locales, là aujourd'hui, mais on s'engage avec l'ensemble des ETI sur la France, puisque on travaille aujourd'hui avec plus de 1000 ETI sur les 5500 existantes. Jacqueline, de votre côté, on va revenir précisément à votre activité. Est-ce que ça a été, à l'instar de ce qu'on racontait sur le FH Group, complexe de réindustrialiser? Vous avez réfléchi il y a quelques années quand même à vos pratiques, à les faire valider. J'ai dit que vous êtes une entreprise à mission. On va peut-être rappeler ce que c'est qu'une entreprise à mission, mais on dit que ce n'est pas forcément très simple de refaire de l'industrie en France. Racontez-nous. Alors nous, on n'a pas cessé d'être industriel. Quand on faisait du SAV, on était toujours industriel. Et donc pour nous, c'était un peu dans la lignée. La seule chose qu'on a fait, c'est de changer nos process pour justement faire du reconditionné. Donc le reconditionné, ce qui est différent, c'est déjà de gérer toute la chaîne de valeur. Dans notre cas, nous gérons toute la chaîne de valeur depuis le sourcing, c'est-à-dire l'approvisionnement de produits usagés, que ce soit des téléphones ou des ordinateurs, au reconditionnement, à la vente et justement au SAV. Alors ça, dans la mise en place, c'est complexe, pas complexe, voilà, long, donc, difficile, des ressources? Oui, c'est complexe parce qu'on a une double problématique. On a une problématique d'approvisionnement de téléphones usagés, donc il faut trouver cette source et on la cherche locale. Justement, c'est par rapport à beaucoup d'acteurs du marché, nous cherchons vraiment à faire de l'économie circulaire en circuit court et à le revendre aussi sur le territoire. Donc effectivement, il y avait cette problématique et nous, on a vraiment cet engagement à proposer à nos clients un produit qui serait une alternative au neuf, qui est une alternative au neuf avec les mêmes garanties de 2 ans qu'un produit neuf. Alors le souci, c'est que vous êtes un peu gêné, vous avez un peu honte, vous n'avez fait que, je regarde le banquier, 50% de croissance. Non, je plaisante, ce qui est aussi un excellent indicateur. Oui. Est-ce que dans l'écosystème, puisqu'on vous êtes basé en Occitanie, tout à fait, à proximité de Montpellier, à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Est-ce que vous avez eu des relais, des aides particulières de la région, été accompagnés sur votre transformation, réflexion, peut-être sur les problématiques de formation? Oui, on a été accompagné par la région pour déjà tout notre programme de collecte. Donc on va le mettre en ligne là incessamment sous peu, si ce n'est pas cette semaine, la semaine prochaine. Et aussi, on a développé une école de formation en interne, en collaboration avec Pôle emploi. Et en fait, on recrute des personnes qui sont éloignées de l'emploi, sans CV, juste sur leur habileté et leur motivation pour le poste. Et aujourd'hui, on a... Et ça aussi, c'est une démarche RSE un peu différente dans le recrutement. Tout à fait. Et donc, on leur propose une formation de 400 heures. Et aujourd'hui, on est à 83% de recrutement suite à cette formation. Une piste intéressante. Alors, je me tourne vers M. Pigeon pour Electrosteel. Tension sur l'approvisionnement, crise Covid. On est obligé de se réinventer. On veut récupérer de la ferraille, c'est le terme que vous avez employé tout à l'heure. La ferraille, c'est toujours un côté. C'est le recyclage de la ferraille.
Comment on fait alors? On regarde autour de nous, on s'est dit, bon, on a des ressources localement, alors ça va être difficile à transformer. Alors le projet FCARE-TDE qu'on a déposé l'année dernière, où on a été nommé lauréat au plan de relance, en fait se base sur justement ces technologies de four à induction, où on va sourcer de la ferraille localement. Et on a lancé... C'est bizarre de dire ferraille, mais c'est quelque chose qu'on peut valoriser. C'est valorisé, ça veut dire que c'est les déchets de l'industrie automobile et autres. Et on a fait une étude sur toute la région et on a découvert que sur Lyon et toute la région PACA, on arrivait à avoir un gisement, on parle carrément d'un gisement de ferraille très, très important. Et qu'aujourd'hui, on découvre qu'il est exporté vers la Tunisie ou vers la Turquie pour être ensuite transformé sous forme de lingots de fonte pour être envoyé peut-être en Chine, mais ne reviennent visiblement pas en France. Et quand on discute avec les grands opérateurs de Richebourg ou GDF Suez, ils nous disent, mais nous, dans le prix de la ferraille, on a le prix du transport. Donc si on a un client local proche, nous, c'est plus intéressant pour nous et de facto, le prix sera plus intéressant pour vous aussi. Mais pourquoi on s'en aperçoit maintenant? C'est lié là encore aux contraintes qui nous sont tombées dessus, de se dire tiens, on se tourne vers le... les avancées technologiques, à un moment donné, on était toujours sur le passé. Les hauts fourneaux, il n'y a que ça qui va fonctionner. Aujourd'hui, avec les fours à induction et même peut-être des fours à induction à hydrogène dans le futur, on aura cette possibilité de couler à pratiquement 2000 degrés de la fonte. Aujourd'hui, c'était les hauts fourneaux qui étaient avec cette capacité. Aujourd'hui, la technologie fait que c'est ouvert à tous les pays européens. Donc, opportunité technologique et opportunité par ricochet du Covid. Voilà. Aurène Laloum, alors on rapatrie la production en France. Contrainte, réalisme, pragmatisme. Oui. Mais donc l'explosion des coûts de transport, on l'a dit. Oui. Est-ce qu'il y avait encore les ressources en France et les capacités de le faire sur l'ingénierie, les métiers électroniques parce que... Non. La deuxième problématique, c'est que, étant donné qu'on a passé une grande période où on a délocalisé les productions, les ingénieurs, ils ont suivi les chaînes de production. Donc il y a beaucoup d'ingénieurs français, pour bien connaître l'Asie, qui travaillent en Asie aujourd'hui. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'aujourd'hui, soit on récupère ces ingénieurs et ils viennent retravailler chez nous, soit on utilise des salariés étrangers, tunisiens, marocains par exemple, et qui viennent travailler avec un savoir-faire. Ils ont été formés dans les écoles françaises, mais ils ont des nationalités différentes, parce qu'on a quand même des excellentes écoles d'ingénieurs. Et donc, du coup, on rapatrie, en même temps qu'on rapatrie les technologies, on rapatrie les ingénieurs qui vont avec. Alors, quand on rapatrie, il n'y a pas de surcoût lié au fait qu'ils viennent travailler chez nous. Non, vraiment, quand on a échangé, voilà, vous avez un côté très pragmatique. Ah, mais... moi, j'essaie d'être le plus pragmatique possible, soyons très honnêtes. Aujourd'hui, à qualité équivalente, puisqu'on a une usine, on a une chaîne de production au Maroc chez FHE, un ingénieur marocain nous coûte plus cher qu'un ingénieur français, puisqu'il est unique sur le marché. Les ingénieurs français... à l'époque n'existait pas, et aujourd'hui, étant donné que tout le monde est en train de rapatrier une bonne partie de la production quand c'est rentable, on se retrouve avec un marché selon les secteurs qui nous permet parfois d'avoir, en termes de coût de travail global, un ingénieur français qui coûte un peu moins cher sur certains secteurs qu'un ingénieur marocain. Et on va avoir déjà vécu le cas. À l'instar d'Electrosteel, est-ce que le sourcing aussi s'est amélioré, j'imagine Ah ouais, de façon obligatoire. Aujourd'hui, quand vous sourcez des composants, alors ça a été très compliqué déjà d'avoir de la fourniture, puisque nous on a eu des ruptures de stock de l'ordre de 8 à 9 mois où on ne pouvait pas fournir de marchandises, donc c'est un gros risque pour l'entreprise. Il a fallu consolider nos fournisseurs et s'assurer que les chaînes de production soient suivies, et clairement le prochain port aujourd'hui c'est la meilleure stratégie, et de fait c'est à partir de là qu'on est rentré dans une logique écologique où là vous consommez moins de carbone. Tous les process que vous mettez en place pour la supply, pour l'intégralité des process, prennent en compte, puisque vous repartez sur un modèle à zéro, tous les process écologiques que vous devez respecter. Finalement, une des vertus de tout ça, c'est qu'en termes de communication extérieure, les clients ont dû le percevoir. On dit, attendez, on est passé de... Ouais. Même s'ils ne le savaient pas initialement que c'était produit en Asie, tout ça, rapatriement, oui. J'imagine qu'au niveau communication marketing, vous l'avez fait savoir. Fabrication française. Quelle a été la réaction des clients ? Ah c'est hyper valorisant. Aujourd'hui, je pense, j'ai pas fait d'études marketing, mais 99% des Français sont OK pour acheter du fabriqué en France. Je ne sais pas si 99% des Français sont OK pour acheter les produits les plus chers fabriqués en France. Mais aujourd'hui, on arrive dans une équation où les produits sont au prix de marché et en plus, on écrit fabriqué en France. Et pas made in France d'ailleurs, je tiens beaucoup, on parle français. Donc fabriqué en France, c'est bien.
Quand vous entendez ça, Patrick Ibry, vous avez des exemples, vous aussi, de TI que vous avez accompagné. Bon, on a compris que vous étiez tombé amoureux de FHE Group et que vous alliez parler 3300%. C'est pas gentil pour les deux autres intervenants, mais je suis amoureux de tout le monde, pas de problème. Je vais donner quelques exemples rapides parce que on a toujours... Pas forcément rapide, on a le temps. Mais que globalement, il y en a qui vont m'en vouloir parce que je vais en prendre 3. Mais c'est juste pour montrer l'étendue du champ du possible qui est extrêmement fort. On va avoir un groupe comme Nova qui était plutôt dans l'allocation de tout ce qui est BTP et autres, et qui va s'intéresser particulièrement à des lignes de concassage. Et là aussi, on sent le circulaire, on sent tout ce qui va avec, donc qui permet de bien mettre en valeur tout ce qui est en proximité, tout ce qui permet de reconstruire sans être obligé de recréer. On va avoir Exis. Exis aussi, dans les spécificités, il fait du film plastique, beaucoup de covering, il travaille beaucoup sur ses dispositifs. Il a beaucoup progressé avec beaucoup d'investissements sur le plan de la recherche, sur tout ce qui est propre au niveau des encres, des peintures, de tout ce qui va. Et le film plastique n'avait pas bonne presse, mais il est extrêmement important dans beaucoup de métiers. Et il fait quasiment 60% à l'export. C'est aussi une des spécificités, et notamment sur les États-Unis où il est reconnu. Donc ça part très local, ça part très made in France ou très fabriqué en France, je suis d'accord sur la précision, mais on a la capacité de rayonner. Et puis on aurait plein d'autres exemples, mais on peut avoir aussi Réseau Ténère, qui est une réutilisation parce qu'on sait que les problèmes de stockage en France sont extrêmement importants. Réseau Ténère, il offre une solution à tout ça en réutilisant des anciens containers maritimes et tout ce qui va avec. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on voit? On revoit cette capacité des ETI, cette résilience, ce pragmatisme, cet empirisme qu'on accompagne, nous, avec des solutions sur mesure à chaque fois, parce qu'ils ne sont jamais au même niveau de développement. Quand vous disiez, je regarde mon voisin de gauche, mais j'entends aussi beaucoup ce qui se dit à ma droite de l'autre côté, c'est que tout ça est extrêmement important et nous, on peut apporter une solution, on peut encourager et à travers tous les exemples, on est capable de permettre à ces ETI de se développer quel que soit le cycle où elles se trouvent. Parce qu'il y a une période de hyper-réalisation, d'hyper-croissance, mais à un moment donné, il va y avoir des phénomènes d'étiage, il va y avoir des phénomènes où on va être sur des plateaux, il va falloir passer des caps, et on est équipé pour tout ça. C'est-à-dire qu'on connaît leur vie, on sait exactement comment ça fonctionne, on sait exactement comment ça se structure, et donc ça nous permet de pouvoir apporter une réponse totalement adaptée, encore une fois, du sur-mesure qui vise l'excellence, parce que ce qu'ils font est quand même excellent, on le voit à travers les témoignages qu'on a ce soir. Quels écueils spécifiquement les ETI rencontrent à quel niveau de maturité? C'est intéressant de savoir, parce que vous avez le recul. Il y a une crise de croissance, vous parliez d'étiage ou de plateau. Oui, moi ce que je pense, et on l'a dit beaucoup aujourd'hui, c'est l'organisation. C'est-à-dire qu'on ne gère pas une entreprise qui fait 15 millions de chiffre d'affaires comme une entreprise qui en fait 100, comme une entreprise qui en fait 500. Pourquoi? Parce que les ETI, elles ont passé beaucoup de temps, je le disais tout à l'heure, dans une espèce d'antichambre où on peut faire un peu tout quand on est chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on s'occupe du marketing, on s'occupe des finances, on s'occupe de la compta, on s'occupe du recrutement. Plus on grimpe, plus on doit se structurer. Et l'accompagnement, là, il est extrêmement fort puisque la structuration, elle demande des moyens et des moyens financiers. Parce que pour capter un nouveau marché, à un moment donné, il faut un vrai service comptable avec un vrai service financier. Après, il faut un vrai service de recrutement. Donc, à toutes ces étapes-là, la structuration par rapport au chiffre d'affaires est quelque chose d'important pour nous. Et on a une réponse adaptée pour chacun de nos clients ETI en France. Alors, on retourne avec Smart. J'ai dit que vous étiez une entreprise à mission. Ça veut dire que vous devez avoir un impact donc sur l'impact environnemental, mais aussi un impact au niveau du consommateur. Comment vous le vivez et comment vous le conciliez? Écoutez bien, Oran, parce que c'est important. Avec la réalité économique, parce que ça marche, même s'ils ne font pas 3300, ils font 50. D'ailleurs, ça marche à tel point que vous avez attiré les convoitises et vous avez été racheté. Oui, on a... Alors... Mais tout en gardant cette spécificité d'ETI. Tout à fait. Donc comment on fait pour concilier ça, là, pour que ça marche économiquement et que ça marche d'un point de vue RSE? Alors déjà, on est devenu entreprise à mission de manière naturelle. Parce qu'on s'est dit quand même, c'est dans nos gènes, c'est dans notre ADN, ça correspond vraiment à nos valeurs. Donc l'idée d'une entreprise à mission, c'est de s'engager dans ses statuts, à avoir un engagement environnemental et sociétal. Et donc dans notre cas, on a effectivement un engagement environnemental par la façon dont on reconditionne nos produits et pour avoir le moins d'impact possible. Et aussi sociétal, dans l'idée
D'une part, qu'on veut faire comprendre quels sont les gestes qu'on peut avoir au quotidien pour diminuer notre impact en tant qu'individu, mais aussi pour pouvoir justement créer de l'emploi local. Et chez nous, justement, aujourd'hui, on est en plein recrutement. On recrute là 30 personnes d'ici la fin de l'année et 80 l'année prochaine. Donc voilà, donc c'est aussi une belle aventure humaine et sociale. Et après, effectivement, on a attiré les convoitises, comme vous dites. On s'est fait racheter en juin dernier par le groupe Econocom. Et comment on garde son âme de TI, ses valeurs initiales, cet ADN ? Alors déjà, nous, on a choisi avec qui on allait se marier. Il y avait des prétendants, il y a eu le bal, celui-là non, lui. Voilà. Déjà, Econocom, c'est un groupe français. Et puis, derrière notre rapprochement, il y a quelque chose qui est vraiment win-win, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, nous, on recherche aussi des produits usagers pour pouvoir les reconditionner. Donc, nous reprenons tous les parcs de retour de leasing IT d'Econocom. Et Econocom aussi a une démarche, du coup, peut contrôler tout le cycle de vie des produits, puisqu'elle peut contrôler non seulement la vie, sa première vie, sa deuxième vie, jusqu'à son recyclage en travaillant avec nous. Donc c'est vraiment win-win et dans le bon sens. Alors, vous avez pris de l'avance sur cette notion d'économie circulaire. Est-ce que vous sentez que d'autres industries commencent à s'y intéresser et voient le potentiel, eu égard à ce qu'on a dit, au soubresaut géopolitique, soubresaut économique, où la France redevient intéressante, l'Occitanie en particulier aussi. Est-ce que vous sentez que la concurrence aiguise aussi ses couteaux et que... Oui, alors effectivement, c'est un marché concurrentiel. Maintenant, on a... d'une part, parce que tout le monde commence à prendre conscience qu'il faut faire quelque chose, donc ça, c'est positif. Et je pense que l'économie circulaire, elle touche pratiquement tous les secteurs aujourd'hui, même le textile, la mode. Au début, on pensait que c'était peut-être pas possible, mais ça le devient. Et après, en termes dans le reconditionnement en particulier, aujourd'hui, il y a beaucoup de greenwashing, malheureusement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a choisi de donner un nom à nos produits reconditionnés. Parce que derrière, il y a tout le process, au niveau qualitatif, puisqu'on est vraiment des industriels, mais aussi toute l'idéologie environnementale qu'on met derrière, c'est-à-dire on recherche vraiment à avoir un impact positif, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on voit des produits qui sont reconditionnés en Asie, qui traversent tout le continent pour venir être vendus sur des marketplaces ou ici. Donc des fois, ça n'a pas beaucoup de sens. Et là aussi, le consommateur, il n'est pas toujours très informé. C'est vrai qu'il y a un label reconditionné en France, reconnu, pour que ça marche. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a un décret qui est sorti en début d'année pour borner ce qui peut être dit reconditionné en France. Donc effectivement, un produit qui est reconditionné en France doit être reconditionné concrètement sur le territoire. Alors Monsieur Pigeon, l'expérience que vous menez à Electrosteel en France... de relocalisation. Est-ce que ça a inspiré finalement les actionnaires indiens ? Ils regardent comment est-ce qu'ils regardent cette expérimentation locale ? Je pense que les actionnaires indiens, en fait, ils s'intéressent énormément sur le projet, sur son aspect décarbonation, puisqu'ils ont un petit peu peur qu'à un moment, ça devienne, un élément clé au niveau de l'approche par rapport aux clients. Les clients, ils veulent aujourd'hui l'installation de canalisation sans le carbone. Et c'est pas on sent monter une exigence, globalement, voilà. On se dit, du côté du consommateur. Voilà. On ne reviendra pas en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Quel que soit le niveau, B2B, B2C. Voilà. Donc le transport doit devenir décarboné. Et donc il faut éviter au maximum la route. Il faut aussi décarboner nos fabrications ou faire que nos produits aient une durée de vie longue. Et ça, c'est le cas dans notre projet, justement, parce qu'on a un produit qui va sortir avec un revêtement en mortier béton fibré, qui est avec une durée de vie de 140 ans. Donc, changer un tuyau tous les 140 ans, et en plus, c'est un produit qui est biodégradable, donc on n'aura pas à le sortir du sol. Les gens de la maintenance vous adorent. Voilà. 140 ans sera la 3e génération de l'entreprise, de l'ETI familiale. Mais la fonte, ça se dégrade, ça s'oxyde et ça revient à la terre.
Donc ça, c'est bien. Vous pouvez pas, parce qu'il y a EDF qui a des soucis dans ses centrales nucléaires, vous ne pouvez pas leur faire un devis, une proposition? Non, je sais que vous n'êtes pas sur le même marché. Non, donc on n'est pas sur le même marché. Les canalisations pour le nucléaire, c'est très spécifique. Et puis en plus, par derrière, la décarbonation via ce que j'ai dit, le recyclage, le circuit court, nos déchets ont une seconde vie sous forme de tuyaux qui retournent à la Terre. Ce que vous nous dites, c'est en train de devenir une norme. Voilà, peut-être. Aujourd'hui, je ne peux pas m'avancer sur une norme de ce genre, mais effectivement, la décarbonation est primordiale pour notre groupe, et d'avoir cette image attachée au groupe Électrosteel. Et c'est un surcoût dans un premier temps qui ensuite devient un avantage compétitif, ou on est déjà à l'heure où ça se croise économiquement et que c'est suffisamment intéressant? Disons qu'on peut dire qu'il y a une compréhension aussi des clients. Les clients, ils se disent je vais peut-être moins bien vendre un tuyau en plastique qui dans 15 ans va falloir le sortir, faire mettre des camions tout autour de ça. Là, on est quand même dans une logique où on le met à la terre et autres. Cycle de vie du produit avec... et en décarbonant aussi les chantiers, ça veut dire en disant on va, avec ce nouveau tuyau, éviter de faire venir du sable, des gravats, emmener à la déchetterie une partie de la terre et tout. En enlevant tous ces éléments-là et en disant on pose le tuyau, on ouvre la tranchée, on met le tuyau, on referme, ça fait, je vous dis, on passe de 6 camions à 7 camions à 1 camion, juste celui de la livraison. Le reste, tout est fait le long de la tranchée. Oui, c'est vite vu parce que c'est vertueux. Et c'est vertueux. Oren, on parlait de communication extérieure, donc maintenant vous êtes fabriqué en France, vous avez plein de nouveaux amis. D'ailleurs, les clients réclament ça. Après, c'est quand même pas évident. Vous disiez aussi, quand on a échangé pour préparer cette table ronde, il y a des problèmes de normes, de complexité, il y a des problèmes fiscaux. Racontez-nous un petit peu quels ont été les écueils. Pas pour faire un peu le revanchard et tout, c'est fini, vous avez gagné 3300%. Ouais, ça, après, il faut les gérer. Mais effectivement, il y a des problématiques d'un industriel, et comme tout entrepreneur, c'est la stabilité. Étant donné qu'on se projette sur des visions un peu longues des choses, on fait des investissements avec nos partenaires banquiers. Parfois, on joue à quelques pourcents. Effectivement, si les fiscalités sur les entrepreneurs, en particulier les taxes sur la production, viennent s'ajouter ou se modifier en cours de jeu, que vous ne pouvez pas prévoir, c'est une complexité à prévoir. Donc effectivement, ces complexités-là aujourd'hui, quand vous rapatriez des chaînes de production, ça fait partie des choses qui peuvent poser problématiques, voire des problématiques majeures à une entreprise. D'où la partie mesure du risque et la partie gestion dans un projet de cette partie-là fiscale, on va dire, du projet. Cela dit, avec les coûts d'augmentation de l'énergie qui ne sont pas prêts de redescendre, je pense, théoriquement, l'inflation devrait largement permettre de compenser les petits désagréments que sont capables de nous mettre les uns et les autres en termes de normes ou en termes de fiscalité environnante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un aspect auquel on ne songe pas forcément en parlant de réindustrialisation énergétique. C'est l'impact que ça a eu sur votre vie personnelle et celle de vos collaborateurs. Ah, clairement. Moi, ça a changé ma vie dans le sens où je passais énormément de temps dans les avions. Je passais énormément de temps dans les transports. Je faisais plus de 100 000 km par an en voiture, pour vous donner une idée. Les avions, c'était près de 2 mois. Vous allez nous chanter le blues du businessman. Non, mais en plus, c'est pas drôle. C'est ni drôle, ni... Pardon, je suis confus. Non, je me sens mal maintenant. Non, mais je veux dire, c'était pas... Ça s'est raconté comme ça, mais c'était... Aujourd'hui, effectivement, ma vie a énormément changé. Je vois mes enfants beaucoup plus. Le numérique, la visioconférence, ce genre de choses, le fait de ne pas faire des déplacements inutiles dans les entreprises, ça a changé aussi le modèle et la façon de travailler. Le fait de travailler en proche import ou de produire directement en zone locale, puisque nous, notre industrie est au Puy-en-Velay, pas tout à fait à côté du Puy-en-Velay. Ce genre de choses ont facilité énormément les choses et ont changé la vie de la mienne, mais aussi celle de beaucoup de mes collaborateurs. Ça, c'est intéressant parce que c'est des externalités positives non envisagées au départ. Clairement. Et qui apporte un vrai plus. Quand vous travaillez avec un pays avec 8 heures de décalage, que vous devez avoir des calls à 1h du matin et vous devez être efficient, opérationnel et là, ou que c'est de l'autre côté c'est à eux de le faire, forcément, la qualité du travail n'est pas la même. Et puis je vais être pragmatique comme vous êtes beaucoup plus productif maintenant. En tout cas, vous spécifiquement. En tout cas, on a plus la tête à faire. Mais comme disait monsieur, la différence entre avant, effectivement, on faisait beaucoup de choses. Depuis quelques mois, on s'est réorganisé. Je fais beaucoup moins de choses et le peu que je fais, on est obligé tous de se concentrer. Il a fallu réorganiser la boîte, avoir un cabinet de conseil qui s'en occupe. C'est effectivement beaucoup de contraintes en plus. Alors, du côté de la Banque Palatine, on peut valoriser les démarches RSE, les démarches de réindustrialisation, les démarches qui s'inscrivent dans la transition énergétique avec un outil
que certains connaissent mais que d'autres connaissent peu, qui s'appelle les prêts à impact. Racontez-nous, Patrick. Alors, les prêts impact, c'est extrêmement intéressant parce que c'est du gagnant-gagnant. J'entendais win-win tout à l'heure, mais globalement, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que beaucoup de monde fait du prêt à impact. Qu'est-ce que c'est un prêt à impact ? Vous faites un crédit à un de vos clients pour un besoin très spécifique et on va prendre des engagements. On appelle ça en termes un peu compliqués des covenants ou des dispositifs comme celui-là. Ça va être qu'on va passer un contrat avec l'entreprise et si elle fait et elle prend des engagements d'améliorer son empreinte carbone, on parlait de décarbone, on parlait de tout ça, ça va aussi dans le sociétal, dans le social, ça peut aller quasiment partout. On passe ce contrat à l'intérieur du contrat et ça permet de bonifier les taux, c'est-à-dire que le taux qui est pratiqué, il va y avoir une remise si les objectifs que se sont fixés l'entreprise dans le cadre de ce contrat sont tenus. Ça peut prendre n'importe quelle forme, hein, moins d'accidents du travail, utilisation exclusive de plastique recyclé, ce qu'on disait tout à l'heure, je ne sais pas, quelqu'un du BTP qui n'utiliserait que les produits d'Electrosteel ou dans ce dispositif. Donc ça va utiliser ce dispositif-là pour que nous, on participe, parce que bien sûr qu'il faut réindustrialiser, mais la réindustrialisation, elle se fera de façon décarbonée. Et ça, il faut que tout le monde prenne en compte que ça a un coût. Ce coût-là, il sera financé, il sera accompagné par les banques, puisque c'est notre job. Et dans ce cadre-là, il faut aussi qu'il y ait un juste retour naturel des entreprises qui ne sont pas obligatoirement des entreprises à mission, mais qui sont quand même conscientes dans l'environnement. Il faut faire quelque chose pour que ça avance et que ça avance beaucoup plus vite. Et c'est normal que les banques participent à cet environnement-là en diminuant leurs frais directement à travers le taux, parce que nos clients qu'on aura accompagnés de façon très structurée sur ces environnements auront montré leur capacité à accompagner ce qui est tout bon pour la planète en général, quoi. Et nous, on le fait de façon un petit peu différente puisqu'on fait vraiment du sur-mesure. Puisque pour les ETI, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une catégorie d'entreprises, c'est nos clients qu'on connaît particulièrement bien. Ils ont des besoins très spécifiques qui sont liés à leur position. Je ne reviens pas dessus, on ne fait pas un long tunnel là-dessus, mais globalement, il faut vraiment faire du sur-mesure. Et on fait du sur-mesure à la Banque Palatine. Et on peut récupérer un taux inférieur si ça correspond à certains critères. Ça ne va pas vous paraître très important vu comme ça, mais on peut avoir on appelle ça des bonifications de l'ordre de 10, 15, 20 centimes, mais par rapport aux sommes qui sont mises en jeu et sur la durée des placements, je crois que personne ne veut renoncer à ça. Et si ça marche très bien, on peut envisager dans le futur que ça soit totalement partagé et puis qu'on aille un petit peu plus loin. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Allez, on va finir classiquement par un petit tour de table. Je reviens avec vous, Jacqueline. Votre vision sur 2023 et en quoi finalement la réindustrialisation écologique vous permet d'aborder l'année prochaine sereinement. Ça donne des idées à d'autres ETI ou des ETI familiales qui ne se lancent pas encore. Enfin, non, je pense que tout le monde est concerné maintenant. Alors nous, on a des objectifs de croissance, effectivement, dont je parlais tout à l'heure, mais on a aussi des objectifs de diminuer l'empreinte carbone de tout ce qui est numérique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. On sait que si d'ici 2040, on ne fait rien, 60%, on aura une croissance de 60% de notre impact du numérique. Donc aujourd'hui, comme on sait que 80% de l'impact d'un téléphone reconditionné, est lié à sa fabrication, c'est tout ce qu'on économise à la planète. Donc on va continuer dans ce sens. Et du côté d'Electrosteel ? Alors pour Electrosteel, je pense que ça va être consolider notre nouvelle façon de transporter nos produits en décarbonant au maximum et en parlant aussi de ce nouveau produit qui est le ZMU, le tuyau ZMU, qui sera justement un bien pour les entreprises du TP, pour le futur, la planète, la durabilité de nos produits et d'avoir un produit que nous espérons labelliser Made in France. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça aussi. FHE, vous êtes sur votre petit nuage. Ouais. Il y a quand même les coûts de l'énergie, quand même. J'essaye de tempérer un peu tout ça. Là. Alors, on n'est pas trop impacté parce qu'il nous reste 2 ans sur les coûts de fabrication, comme tout le monde, sauf que les contrats finissent dans 2 ans, donc on a encore un peu de temps, on va dire. Cela dit, effectivement, on a mis, puisqu'on travaille beaucoup dans le logement, c'est quand même notre métier. Les nouvelles normes en termes de logement imposent le calcul de la pollution en fait, que vous exercez, aussi bien en termes de transport qu'en termes de livraison, parce qu'on a la réglementation environnementale 2020.
Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on suit de près. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que l'industrie suive les indicateurs qui ont été fixés et qu'on descende les coûts comme prévu et exigé par les normes en vigueur. Et puis, pour la croissance, ça continue. Très prosaïquement aussi, 35 personnes à attirer chez vous et à embaucher au premier trimestre. Exactement, oui. 35 offres d'emploi en ce moment. On reçoit les matériels pour les accueillir, enfin les matériaux, camions et ainsi de suite. Et 35 personnes au premier trimestre. Patrick, le mot de la fin, vous n'allez pas nous casser le moral? Ah non. Moi, je suis très content d'être en Occitanie aujourd'hui. Je vais donner quelques chiffres très rapides, même si je vois que le compteur est quasiment arrêté. Je peux ou pas? Ouais. Vous pouvez, Patrick. En Occitanie, aujourd'hui, c'est un peu plus de 300 ETI. C'est plus de 150 000 emplois et c'est quelques dizaines de milliards de chiffres d'affaires. On a dressé un petit portrait de la France sur les ETI. Il y a Paris, bien sûr, avec son poids. Et puis, on sent des régions très dynamiques comme Rhône-Alpes et puis le Grand Ouest. Moi, j'adore cette région pour des tas de raisons, des raisons familiales, personnelles. On est une belle endormie. Donc, je voudrais vraiment formuler un vœu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont entreprises. Vous savez qu'il y a Mme Delga qui va venir dans quelques instants. Dites-lui. Mais tout le monde est le bienvenu. Et je pense que, et ça, c'est pour la France, surtout, on reconnaît la force d'une économie, je pense, moi, au nombre d'ETI. On regarde l'Allemagne, on a 2 fois plus d'ETI qu'en France. Le nord d'Italie est extrêmement bien fourni. Oui, mais là, vous comparez des pays qui ont une structure industrielle différente, plus dense, avec une histoire plus... Mais au-delà de ça, je pense que dans le mode de fonctionnement, à l'horizon 2030, si on avait 2 fois plus d'ETI, et les ETI, c'est très local, c'est très régional, ça permet de réirriguer tout le dispositif. C'est 3 millions d'emplois aujourd'hui en France, il faut le savoir. C'est 1000 milliards de chiffre d'affaires. Je ne veux pas donner beaucoup de chiffres parce qu'après, on va abreuver avec des chiffres, mais globalement... Moi, si j'avais un vœu à fournir, c'est que dans cette belle région d'Occitanie, il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de gens qui savent faire, il y a beaucoup de gens qui veulent oser pour que ça participe, en fin de compte, à l'horizon 2030, à ce qu'il y ait beaucoup plus d'ETI en région Occitanie. Et nous, on sera là pour les accompagner, ils peuvent compter sur nous. Le message est passé, Patrick. Merci à tous les 4, on vous applaudit chaleureusement. Merci et bravo. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite de Transformons la France à Montpellier. À tout de suite.